Bonsoir et merci de votre fidélité. 18h30 sur l'Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Lancement de la campagne nationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. L'heure est donc à la sensibilisation à toutes les formes de violences faites aux femmes. Au Maroc, la loi 103-13 criminalise le harcèlement dans l'espace public et sur les réseaux sociaux, mais le recours des victimes à la justice reste limité. Stabilité financière en Afrique à l'épreuve des incertitudes géoéconomiques et des risques émergents. C'est le thème de la 4e édition du symposium régional de haut niveau sur la stabilité financière organisé à Rabat. L'événement est marqué par des panels, des sessions et des débats visant à partager des informations relatives aux défis de la stabilité financière en Afrique. La page culturelle est consacrée ce soir à l'artiste photographe Mehdi Ait Mellali. Artiste autodidacte, il aborde son art avec une sensibilité poétique. À Marrakech, l'artiste donne à voir une exposition intitulée Blour, laquelle le flou règne en maître, comme pour aborder l'incertitude qui domine le monde où nous vivons. Avant de développer ces titres, ce message de remerciement adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République du Panama, son Excellence M. José Raúl Mulino Quintero, suite à la décision sage prise par son pays en relation avec la cause nationale première du Royaume. Je tiens à vous adresser mes remerciements les plus sincères suite à la décision sage prise par votre pays ami le 21 novembre 2024 en relation avec la cause nationale première du Royaume du Maroc, écrit Sa Majesté le Roi. Cette décision hautement significative conforte le Maroc dans ses droits légitimes, souligne le souverain, ajoutant qu'elle correspond à la légalité internationale et résonne avec la dynamique mondiale en cours. Je me réjouis qu'une nouvelle page s'ouvre ainsi dans les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République du Panama, affirme Sa Majesté le Roi, précisant que le Royaume est animé d'une volonté authentique de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec le Panama dans tous les domaines au bénéfice de nos deux peuples. En exécution des hautes instructions royales et dans le cadre de la coopération militaire maroco-américaine, une délégation des forces armées royales conduite par le général de corps d'armée Mohamed Berrid, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, a effectué hier lundi une visite à bord du porte-avions US Harry Truman en Méditerranée au large de la ville d'El Hoceima. À son arrivée à bord, la délégation a été accueillie par le contre-amiral Sin Bailey, commandant le 8e groupe aéronaval, et le capitaine de vaisseau Dave Snowden, commandant le porte-avions US Truman, indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Au cours de cette visite, des explications portant notamment sur les missions du groupe aéronaval et ses capacités d'action ont été fournies à la délégation marocaine à bord du porte-avions sur lequel le drapeau marocain a été hissé à l'occasion. Tout en se félicitant de la dynamique de la coopération militaire bilatérale, les responsables marocains et américains ont échangé autour des questions d'intérêt commun, notamment la sécurité régionale et le renforcement des capacités des deux armées à agir ensemble face à des menaces variées et protéiformes et développer les exercices dans le domaine aéronaval, conclut le communiqué. Maroc-Congo, la première ministre de la République démocratique du Congo est au Maroc. Madame Judith Souminoua Toulouka a été reçue aujourd'hui par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Au menu des entretiens, le renforcement des relations bilatérales et d'autres questions stratégiques pour les deux pays pour relever les défis du continent. Écoutons la première ministre de la République démocratique du Congo. Je suis venue aujourd'hui rencontrer Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement chérifien parce que je suis à la tête d'une délégation congolaise
avec un certain nombre de ministres, mais aussi des membres du patronat congolais. Nous sommes dans un forum économique qui parle de la nécessité de la souveraineté africaine et des échanges économiques entre Africains. Et nous avons au cours de cette rencontre pu échanger sur nos relations bilatérales, la manière de pouvoir les renforcer et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant au niveau économique. Dans le monde, près d'une femme sur 3 a déjà subi des formes de violence physique ou sexuelle, ou les deux au moins une fois dans sa vie. Ce chiffre a été livré par l'ONU hier à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Au Maroc, la loi 103/13 criminalise le harcèlement dans l'espace public et sur les réseaux sociaux. Mais le recours des victimes à la justice reste limité. C'est un reportage de Mehdi Taibi, Kautsar Aboutir et un commentaire de Sofia Fageroud. Des histoires aux scènes différentes, mais elles finissent toujours par se ressembler. Dans l'espace public, dans les lieux de travail ou sur les réseaux sociaux, des femmes sont victimes de violences, parfois physiques, parfois psychologiques, parfois sexuelles. La pratique est pourtant punie par la loi marocaine. Je sais qu'il existe une loi contre le harcèlement, mais je n'ai pas plus de détails. J'espère que ce texte prévoit des peines sévères contre les harceleurs. Le harceleur doit être puni. J'espère que les peines seront lourdes, surtout pour ceux qui osent toucher des filles. Il faut vraiment mettre un terme à cela pour dissuader les harceleurs. Et voici le texte en question, la loi 103/13, relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes, entrée en vigueur en 2018. La loi prévoit des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et de lourdes amendes pour le harcèlement selon les cas. Mais pour les victimes, le recours à la justice reste pour l'instant la dernière solution envisagée. Le nombre de plaintes pour violence augmente, mais les cas réels dépassent de loin ceux enregistrés. Selon mon estimation, seulement 2 cas de violence sur 5 sont enregistrés. Des victimes qui hésitent à porter leur cas devant la justice, souvent par manque de preuves. Elles ont pourtant besoin d'une intervention d'urgence et de mécanismes qui garantissent leur protection. Les peines d'emprisonnement ou les injonctions peuvent certes dissuader les harceleurs, mais il y a d'autres moyens pour le législateur de mettre un terme à ces pratiques, surtout dans les pays qui ont numérisé leurs procédures. Par exemple, un simple SMS peut nous renseigner sur la localisation d'une femme en situation de harcèlement, car elle a besoin d'une action préventive. Aujourd'hui, les violences faites aux femmes ont trouvé un nouveau terrain fertile. Les réseaux sociaux. L'arsenal juridique peut certes dissuader les agresseurs, mais à lui seul, il ne suffit pas. Un retour aux bases de la vie en société et au principe de respect de l'autre permettrait de combattre le phénomène de manière plus efficace. À Cascais, au Portugal, se tiennent les travaux du 10e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. L'événement est placé sous le thème « Unis dans la paix, restaurer la confiance, refaçonner l'avenir ». Le Maroc est représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Ce forum mondial est une plateforme de soft power destinée à prévenir les conflits, à encourager le dialogue et à favoriser des passerelles de compréhension entre les cultures et les religions. Interpellation d'un ressortissant français d'origine algérienne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international. C'est ce qu'on apprend de sources sécuritaires sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire. Le suspect âgé de 38 ans a été arrêté dans la zone de Chérifia à Marrakech. L'opération de pointage dans la base de données de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol a révélé que l'individu fait l'objet d'un avis de recherche internationale en vertu d'une notice rouge à la demande du Bureau central national à Paris
pour son implication présumée dans un réseau criminel s'activant dans le blanchiment d'argent. Le mis en cause a été placé en garde à vue dans l'attente de le déférer devant le parquet compétent, le Bureau central national, bureau d'Interpol à Rabat, relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale, a été chargé d'aviser son homologue en France de cette arrestation aux fins de la procédure d'extradition. L'étroite collaboration sécuritaire entre le Maroc et l'Espagne porte ses fruits. Elle a été déterminante dans le démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à l'organisation Daesh au Sahel, constituée de 9 membres, dont 6 qui s'activaient chez le voisin ibérique, selon la Direction générale de la police espagnole. Et grâce à cette coopération sécuritaire, les autorités ont réussi à neutraliser une menace réelle pour la sécurité des deux pays, souligne le communiqué. Sofia Fagroud. Une cellule terroriste de 9 membres. 6 d'entre eux s'activaient à Madrid, Ibiza et Ceuta, note la Direction générale de la police espagnole. D'après la même source, la collaboration de la Direction générale de la surveillance du territoire a été cruciale pour le démantèlement de cette cellule, puisque 3 de ses membres ont été arrêtés à Tétouan et à Fnedq. Grâce à cette coopération sécuritaire, les autorités ont réussi à neutraliser, je cite, « une menace réelle pour la sécurité des deux pays », souligne le communiqué, notant que cette cellule était composée d'individus fortement radicalisés, adhérant aux idéologies de l'organisation terroriste Daesh et manifestant une volonté de commettre des actes violents. Après une surveillance approfondie, les autorités ont confirmé que ces individus menaient une activité djihadiste belliqueuse, proférant des menaces directes à l'encontre des populations occidentales et de la communauté juive et incitant à commettre des actes violents, relève la police espagnole. Une opération sécuritaire conjointe et simultanée entre les services sécuritaires marocains et espagnols. Les perquisitions effectuées au domicile des suspects ont permis la saisie d'armes blanches et de matériel informatique. Le juge d'instruction de l'audience nationale espagnole a ordonné hier la mise en détention des 6 individus arrêtés sur le territoire ibérique, dont des anciens détenus dans des affaires de terrorisme en Espagne. Stabilité financière en Afrique à l'épreuve des incertitudes géoéconomiques et des risques émergents. C'est le thème de la 4e édition du symposium régional de haut niveau sur la stabilité financière organisé à Rabat. Autour de la table, régulateurs, experts financiers, représentants d'institutions internationales et décideurs politiques. Fouad El-Harash, Latifa Ben Halima et Zakaria Mouqin Billah. Fragmentation géoéconomique, montée du protectionnisme, digitalisation croissante et nouvelle dynamique démographique. Des mutations profondes qui ne cessent de reconfigurer les conditions économiques, sociales et financières mondiales. Dans un tel contexte, la prise de décision dans le secteur financier devient un véritable défi. La thématique s'invite dans ce symposium régional organisé par Banque El Maghrib. Régulateurs et experts financiers du Maroc, d'Afrique et d'ailleurs croisent leurs expériences. Le but étant de proposer des solutions à même de favoriser la stabilité financière. Nous tenterons de faire les analyses, bien sûr, du passé, mais surtout de pouvoir nous arrêter à la conjoncture actuelle qui est pleine d'incertitudes et surtout, évidemment, avec beaucoup de changements de paradigme. Donc, les plus essentiels sont à la fois les aspects climatiques, les aspects numériques et digitales, les aspects aussi d'attaques cybernétiques qui se multiplient, et évidemment d'en tirer les enseignements, mais surtout d'aboutir à des conclusions. Avec la pandémie du Covid-19, la multiplication des conflits et la récurrence des pressions inflationnistes, la stabilité financière en Afrique est mise à mal. Parmi les défis de taille auxquels le continent fait face, la mobilisation des ressources financières nécessaires pour la réalisation des objectifs d'adaptation au changement climatique, ainsi que la prise en compte des nouvelles réalités liées aux cryptoactifs et monnaies digitales. Garantir une stabilité financière est crucial pour soutenir la prospérité régionale et continentale en général. Cette rencontre revêt une grande importance en matière de prévision des risques, de contribution à la stabilité des systèmes financiers et de soutien au secteur public et au gouvernement. Nous faisons annuellement une revue des risques et des tendances sur le marché global de l'assurance et je vais présenter les résultats de cette revue annuelle en 2024 qui va servir de contexte aux discussions aujourd'hui, auxquelles je me réjouis de participer.
Pour les experts, ces défis et ces risques complexes pesant sur la stabilité financière depuis 2020 appellent au renforcement des moyens de coopération dans les domaines de stabilité financière et de supervision macroprudentielle. L'actualité internationale dominée par les violences au Proche-Orient, les raids aériens de l'aviation israélienne se poursuivent à une cadence élevée sur la banlieue sud de la capitale libanaise. Une frappe israélienne a visé un immeuble de 4 étages abritant des déplacés au cœur de Beyrouth, faisant au moins un mort. L'armée israélienne avait appelé peu auparavant à l'évacuation d'une vingtaine de zones dans la banlieue sud, abritant selon elle des infrastructures du Hezbollah. Ces frappes interviennent alors que le cabinet de sécurité israélien doit se prononcer ce soir sur un accord de cessez-le-feu au Liban. Et puis dans la bande de Gaza, 11 personnes ont été tuées dans des frappes et tirs nocturnes israéliens dans plusieurs endroits du territoire palestinien, notamment à Jabalia, à Beit Lahia et dans le camp de Nusayrat. À Rafah, dans le sud du territoire, une frappe aérienne a également fait un mort et plusieurs blessés. L'ONU a réitéré son appel à un cessez-le-feu permanent au Liban, bien sûr, en Israël et à Gaza. Pour le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, Israël n'a pas d'excuse pour refuser un cessez-le-feu en espérant que le gouvernement israélien approuverait dès aujourd'hui l'accord. Au lendemain du naufrage d'un bateau touristique au large de la côte est de l'Égypte, 3 personnes ont été secourues aujourd'hui. 2 Belges et un Égyptien et 4 corps sans vie ont été repêchés. Des cadavres dont les nationalités des victimes n'ont pas été précisées. Le gouvernorat de la mer Rouge a annoncé que 35 personnes ont été repêchées des eaux alors que les recherches se poursuivent pour retrouver 9 disparus. Les autorités égyptiennes avaient annoncé hier lundi que 17 personnes, dont des étrangers, étaient toujours portés disparus après le sauvetage de 28 autres suite au naufrage. L'embarcation qui transportait 31 touristes de différentes nationalités et 14 membres d'équipage avait quitté Port Ralib pour une excursion de plongée entre le 24 et le 29 novembre et devait rejoindre la marina de Hurghada. Retour chez nous, Grand Prix de la presse. Le jury de la 22e édition a été installé lors d'une réunion présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd. Intervenant à cette occasion, le ministre a indiqué que cette édition revêt une importance majeure, notamment après l'adoption des amendements du décret régissant ce prix, ayant trait à certaines catégories ainsi qu'à l'augmentation de sa valeur financière. Le nombre des candidatures lors de cette édition a atteint 134, couvrant l'ensemble des genres journalistiques, écrits et audiovisuels. Les gagnants seront annoncés lors d'une cérémonie prévue le 13 décembre prochain. Et puis une page culturelle à présent dans laquelle nous aborderons l'art de la photographie. Nous vous proposons le regard artistique de Mehdi Ait El Mellali. Artiste autodidacte, il explore et documente les particularités et les finesses des paysages qu'il traverse avec l'objectif de son appareil photographique. L'artiste aborde son art avec une sensibilité poétique. À Marrakech, il donne à voir une exposition intitulée Blour qui montre des clichés où le flou prédomine. Une manière peut-être de décrire le monde où nous vivons chargé d'incertitudes. Reportage Soumia Belayashi, Abel Ilal Shab, Zakaria Mokimbil. À travers des effets de flou, le visiteur de cette exposition photographique découvre des portraits imprécis. Ce sont des personnages de tous les jours aux traits évasifs, captés à des instants furtifs. L'artiste photographe Mehdi Ait El Mellali cherche à mettre en exergue des détails significatifs qui ne semblent pas parfois si évidents que cela. J'ai essayé de travailler sur ce projet-là pendant 1 an et d'essayer de documenter cette station de bus, les passants, tout en travaillant sur le côté de la matière, les couleurs et aussi tout le concept autour de l'espace et du temps. Et donc j'ai essayé de collectionner en fait une série d'images.
Ces clichés pris dans une station de bus à travers de la glace translucide dévoilent des couleurs vivaces et joyeuses. Intitulé Blur, traduisez flou, ce projet photographique pourrait presque faire penser à une exposition de peinture en raison de son caractère pittoresque. Il a essayé de ne pas manipuler les photographes, de prendre un instant dans le temps de ces passants, et je trouve ça magnifique. Et je trouve que la façon dont il les a captés, c'est avec une délicatesse. Je découvre cette exposition, je découvre un artiste, et puis je vois ces photos qui sont prises dans un endroit en région parisienne, avec beaucoup de poésie, avec une technique qui interpelle et qui est propice à la rêverie. Né en 1997 à Al-Hajb, Mehdi El-Mellali se passionne pour la photographie et commence par explorer la topographie de l'Atlas. Dans les grandes agglomérations telles que Casablanca, l'artiste n'oublie pas de capter l'essence de la dynamique urbaine à travers ses clichés. Ses travaux ont fait partie de plusieurs expositions collectives à Rabat, Casablanca et Essaouira. Voilà, c'est avec cette page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à bientôt.